Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ces clés sur la mise sur le marché des innovations de rupture. Mais avant l'innovation, il faut remonter un tout petit peu, puisqu'il y a cette étincelle, ce besoin qui précède l'innovation elle-même. On a 3 entrepreneurs également pour nous en parler aujourd'hui. Philippe, je vous en prie, commencez sur cette étincelle de création. Avec plaisir, bonjour. Merci de votre invitation. Oui, alors l'étincelle, pour le coup, je pense que je suis un bon exemple puisque je suis médecin, radiologue et j'ai eu cette idée farfelue de vouloir robotiser le cathétérisme, si vous voulez, ces interventions endovasculaires. Ça a commencé une année où j'ai attendu un poste de chef de clinique dans ce cursus, vous savez, après l'internat. Et j'ai été assistant dans un hôpital périphérique et j'ai vu des patients mourir parce qu'il n'y avait pas d'expertise locale pour les prendre en charge, faire des interventions endovasculaires, typiquement des chocs hémorragiques où il faut faire une embolisation. Ou alors traiter l'AVC, un AVC massif, où on peut aller faire une thrombectomie aujourd'hui. Tout cela n'était pas disponible dans ces hôpitaux, dans cet hôpital périphérique. Et je pense que c'est pareil dans la grande majorité des hôpitaux périphériques. Donc, dans le même temps, je voyais le professeur Maresco qui opérait des patients depuis New York à Strasbourg, vésicule biliaire. Bon, c'était plus une démonstration, hein, mais une démonstration de savoir-faire. Et là, je me disais, bah, dans mon modèle, il y aurait vraiment un intérêt pour les patients qui serait considérable pour l'accès aux soins, l'accès aux meilleurs soins pour tous sur l'ensemble du territoire. Dans le même temps, ces professionnels qui pratiquent ces interventions endovasculaires sont les professionnels les plus irradiés. Il n'y a pas de profession plus irradiée, hein, puisqu'elle se pratique sous rayons X. Ce sont des professionnels admirables, puisqu'ils mettent vraiment leur vie en danger pour nous soigner. Ils adorent leur métier. Je l'ai pratiqué pendant une petite dizaine d'années. C'est fantastique. Par une piqûre, aller sauver un patient en empruntant tout le réseau artériel et par une piqûre opilène, pouvoir accéder à n'importe quelle cible et traiter n'importe quelle pathologie. C'est fascinant. Pour autant, on se met vraiment en danger. On porte un tablier plombé pour se protéger, mais qui pèse 10 kg, qui est responsable de troubles musculo-squelettiques, multiplié par 6 par rapport à la population générale, alors que c'est déjà un sujet de santé. Voilà. Et puis un taux de cancer multiplié par 8. Donc, nous avons développé une solution robotique, donc en démarrant vraiment d'une feuille blanche et sur la base de ce besoin. Une solution robotique et chemin faisant, on s'est rendu compte que bah, la robotique apportait bien plus encore que ça, bien plus que d'améliorer considérablement les conditions de travail du médecin et donc d'améliorer son efficience. Ça a apporté de la précision, ça a apporté des nouveaux gestes qu'on ne peut pas faire à la main et on parle d'intervention augmentée. Et ce qu'on voit qui émerge évidemment en robotique un peu partout dans le monde, d'intervention augmentée. Et en fait, finalement, on numérise le geste du médecin et donc ça ouvre l'opportunité à de nombreux développements et c'est absolument fascinant tous les développements qui vont arriver. Fernand, on vous écoute. Vous avez également une identification du besoin avec une histoire de précision. Tout à fait, merci. Bonjour à tous tout d'abord et merci d'avoir convié Quantum, donc, que je représente. Euh, alors, à la différence de Philippe, je ne suis pas médecin, donc je suis ingénieur, mais j'ai eu l'expérience aussi d'élancer donc, des projets, beaucoup en robotique, un petit peu aussi dans d'autres domaines des technologies médicales. Et je pense que pour cela, ce qui est important, c'est de voir que dans cette étincelle, il y a à la fois le besoin et la solution. Le besoin, donc, en fait, on va le appréhender, en tout cas d'un point de vue d'un ingénieur, donc, une immersion complète donc, dans le milieu donc, où ça se passe, c'est-à-dire donc, dans le milieu médical, en échangeant avec les praticiens, mais sans oublier toutefois les patients et l'organisation d'un hôpital. Donc ça, c'est très important. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut imaginer donc, des solutions à ces besoins qui sont au préalable bien identifiés. Je pense que ça, c'est une clé à la fois du succès donc, de la création, mais aussi, quelque part, un gage de ce qu'il va apporter de la valeur ajoutée. C'est à l'échelle, entre guillemets, d'un stade où on forme 1000, 1500, 2000 orthophonistes à essayer d'avoir une solution qui soit déployable chez tous les enfants en France et ailleurs. Et une fois que vous avez eu ces idées d'innovation, que faire quand le business model ne suit pas tout à fait et qu'aucune case n'est prête pour l'accueillir? Philippe.
Oui, alors là, c'est effectivement un vrai sujet, hein, et donc, on développe une innovation de rupture. Donc, par définition, de rupture, ça n'existe pas et ça ne répond à aucune case administrative. Et donc, dans un marché qui est très fragmenté, qui est très difficile d'accès pour nous. Donc, ça nécessite de faire de l'innovation dans l'innovation. On doit être très imaginatif et faire beaucoup d'innovation dans le financement, dans l'adoption, puisque pour l'adoption, si vous voulez, on apporte une innovation, c'est encore une fois là aussi un changement des organisations. Donc il faut accompagner on ne dépose pas un robot et on s'en va en fait. Il faut l'accompagner. Donc il faut être très présent. Donc ce sont des ressources humaines. Pour le financement, c'est pareil, ça demande beaucoup d'efforts. Donc ce sont des ressources humaines, donc aussi beaucoup de financement pour des entreprises qui par définition sont en manque de financement et en recherche de financement. Donc c'est très, très difficile. Donc ça demande beaucoup d'imagination. On trouve des financements alternatifs. On pratique ce qu'on appelle des bundling. Vous savez, on est couplé avec d'autres industriels qui nous aident en fait d'une certaine façon à financer l'innovation dans les blocs opératoires, dans les salles de cathétérisme, et qui participent au financement de l'acquisition de ces innovations à la demande des médecins. On en reparlera plus tard, mais est-ce que c'est vraiment à ces industriels de financer l'innovation dans les hôpitaux? Je ne suis pas certain que ce soit vraiment ce dont le bon fonctionnement normal de l'introduction d'une innovation dans un hôpital. Bernard, vous souhaitez réagir? Je ne peux que rejoindre ce que Philippe dit. De mon expérience, de mon point de vue, en fait, on peut voir l'innovation donc comme quelque chose qui est un petit peu révolutionné. Donc, et en fait, on ne l'attend pas, quelque part. Et alors, comment ça se passe si on modélise un petit peu le chemin qui mène vers le patient comme une espèce de chaîne de valeurs, en fait, dans cette chaîne de valeurs, il n'y a pas de maillon vraiment pour l'innovation, ou rarement. Et donc ça, c'est toute la difficulté. Donc, à partir du moment où on a identifié la difficulté, il faut chercher de solutions. Et donc, effectivement, donc, il faut être innovant, mais il faut être innovant pas seulement dans la solution qu'on va proposer pour résoudre un problème qui a été identifié, mais dans l'ensemble de ce qu'on fait, des activités. Et de mon expérience, en fait, ce qui peut aider souvent, c'est de bien formuler et articuler ce qu'on a l'habitude d'appeler la proposition des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter donc, avec l'innovation. Mais il ne faut pas se restreindre donc, au patient, parce que évidemment, le patient dans tout ça est au centre de toutes les préoccupations. Mais en fait, on ne peut pas arriver jusqu'au patient si on ne passe pas par les praticiens, par les hôpitaux, par les systèmes de santé, par ceux qui financent. Et donc, il faut essayer de décliner cette proposition des valeurs pour prouver qu'on apporte quelque chose donc, à tous ces acteurs. Et à partir de là, on commence, non sans difficulté parfois, à avoir des pistes pour trouver ces financements donc, et bâtir ce business model. Marguerite, je vous laisse conclure et recontextualiser ce que vous faites à la CNAM. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. C'est vrai que je pense que c'est important dans ces débats qui est les institutionnels, comme vous le dites. Alors l'assurance maladie, c'est vrai qu'on la voit un peu comme le Graal. En réalité, hein, d'un point de vue... l'assurance maladie, elle intervient vraiment en bout de course. On est un opérateur en fait, du remboursement, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs avant nous qui décident de la mise sur le marché, qui... évalue, qui décide du remboursement, qui décide ensuite du prix. Et nous, d'une certaine manière, on arrive en bout de chaîne pour dire, voilà, une fois que le produit est remboursé, comment est-ce qu'on assure son déploiement. Cela étant dit, évidemment, l'assurance maladie, c'est pas qu'un opérateur. Elle a aussi une vision, et c'est normal, en matière de santé publique. Et donc, c'est là où ça rejoint un tout petit peu ce qu'on essaie de faire. Et c'est la raison pour laquelle on s'intéresse quand même si on n'intervient pas directement à ces phases très amont de l'innovation. C'est que quand on construit une stratégie de santé globale, évidemment, il faut qu'on s'intéresse à toutes ces composantes. Et donc, on sait que nous, l'assurance maladie, un de nos grands enjeux dans les prochaines années, c'est l'insuffisance cardiaque. Et on va avoir une explosion des pathologies cardiométaboliques, notamment l'insuffisance cardiaque. Et donc, pour penser l'insuffisance
insuffisance cardiaque, il faut la penser de manière organisationnelle avec des équipes de soins spécialisés, un lien ville-hôpital. Il faut la penser aussi avec la télésurveillance. Je veux dire, on ne peut pas imaginer l'insuffisance cardiaque maintenant sans faire rentrer, entre guillemets, dans le schéma la télésurveillance. Et donc, dans cette big picture, on voit bien qu'il y a des innovations de rupture qui sont attendues. Et donc là, c'est à nous, dans cette vision globale, d'essayer d'avoir un pouvoir d'influence. Et je le dis aussi, notamment sur les troubles du neurodéveloppement. Pour moi, ça fait partie des très grands sujets qu'on a devant nous. Les pouvoirs publics ont une responsabilité majeure sur la prise en charge précoce des troubles du neurodéveloppement. Et donc, la question de savoir, à un moment donné, comment est-ce que, dans cette prise en charge précoce, on fait intervenir des innovations de rupture, parce que effectivement, il faut qu'il y ait de l'intervention humaine, mais il n'y a pas que l'intervention humaine, il faut de l'accompagnement technique, technologique pour cet accompagnement humain, et puis directement auprès des enfants. Et donc, voilà, tout ça, c'est la raison pour laquelle on essaie d'avoir des réflexions un peu globales. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est quand même extrêmement attentif à ce qui se passe sur le marché. C'est la raison pour laquelle on reçoit tous les acteurs qui veulent nous contacter. J'ai créé il y a quelques mois un département de l'innovation qui est vraiment dédié à ça, c'est-à-dire d'être un guichet, en tout cas une porte d'entrée pour vous, pour l'assurance maladie, parce que c'est vrai que de manière générale, les autorités sanitaires, tout ça est très compliqué. Donc ce département-là, il a vraiment pour objectif de recevoir, de recueillir, etc. Nous, ça nous aide à nous dire, en fait, voilà, dans cette stratégie de santé-là, en fait, il y a tel acteur, c'est super intéressant, ça va arriver, ils sont plusieurs, voilà ce qui se dessine, etc. Et puis surtout d'accompagner la personne pour l'aider à se repérer dans ce parcours qui est forcément un peu compliqué, mais qui vaut le coup. Et donc c'est là où, c'est un peu le dernier point de mon intervention, c'est vrai que évidemment, la mise sur le marché d'innovation de rupture en matière médicale, c'est sûr que c'est compliqué, parce que y a une responsabilité des autorités sanitaires de vérifier que c'est pertinent d'un point de vue de la sécurité, que d'un point de vue médico-économique, ça tient la route parce que c'est la sécurité sociale qui paye, qu'il y a une vraie valeur ajoutée clinique, etc. Donc c'est sûr que c'est plus facile, il y a des marchés qui sont plus faciles que l'innovation de rupture et technologique en santé. En revanche, non mais je le dis, en revanche, il y a une barrière à l'entrée qui est assez forte, parce que c'est clair qu'il faut, entre guillemets, tenir tout ce temps-là pour arriver à faire maturer et entrer dans le système de l'innovation. En revanche, le jour où vous entrez, où votre innovation elle rentre dans le système, d'une certaine manière, le marché français et le marché européen, il est extrêmement captif, puisque comme ce sont des marchés qui remboursent intégralement, c'est-à-dire que derrière, vous avez un remboursement et un marché qui est très important. La question, et donc on y reviendra sans doute, c'est d'accompagner, entre guillemets, les acteurs sur cette phase amont, c'est-à-dire avant le remboursement, parce qu'il y a plein de phases qui sont compliquées. La phase pour faire les évaluations, la phase pour recueillir les données, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses, on y reviendra, qui ont été mises en place, notamment par la BPI, qui permettent d'accélérer chacune de ces phases, de financer chacune de ces phases et de les faire se dérouler, j'allais dire, de manière concomitante, avec cette logique qui est de dire on peut plus être uniquement dans une stratégie de voir pour payer. Il faut aussi qu'on soit dans une stratégie de payer pour voir, et donc ça, les pouvoirs publics l'ont quand même, me semble-t-il, vraiment intégré, avec pas mal de changements qui sont arrivés ces dernières années pour accélérer l'innovation et pour accompagner justement cette phase aval, qui forcément est une phase un tout petit peu compliquée, un tout petit peu difficile, mais évidemment qui vaut le coup, puisque une fois qu'on passe la barre, après... voilà. Je me permets de rebondir sur cette notion voir pour payer, ou payer pour... et qu'on espère va glisser vers le payer pour voir, puisque le paradoxe que vous avez pu rencontrer lors de la mise sur le marché, c'était qu'une phase commerciale, en réalité, soutient le financement. Et donc, dans ce cas-là, c'était la preuve par l'adoption qui a pu faire la différence. Vous nous en parlez, Philippe ? Oui, on a un vrai paradoxe. Par rapport à d'autres pans de l'industrie, les clients payent directement. Là, on a un intermédiaire qui finance. Et donc, du coup, on a plusieurs interlocuteurs. Et vous l'avez vu, donc, le financement d'une innovation, concrètement, dans le détail, pour chaque
acquisition est complexe, multi-acteurs, multi-décideurs. Et donc, c'est un vrai parcours du combattant. Malgré tout, il faut quand même souligner qu'aux États-Unis ou en Chine, ils ont un marché domestique qui est considérable d'emblée. Et en France, l'accès d'une innovation au marché est très complexe et difficile. Voilà, alors je ne vous parle même pas du marché européen qui est totalement fragmenté. Et c'est dommage parce que finalement, on a une monnaie unique, on a une réglementation unique avec le marquage CE, mais finalement, le marché unique n'existe pas. L'accès au marché, hein, on parle de market access pour le coup, il est totalement fragmenté. Et pour nous, c'est une vraie difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de créer des champions, de souveraineté. Concrètement, aujourd'hui, en Europe, créer un champion, c'est un sacré défi. Hein. Pour une petite note rassurante, François, est-ce que vous voulez parler de ce qui se profile horizon 2025 ? Et je reviens juste un petit peu avant sur, entre guillemets, il y a la mise sur le marché qui évidemment reste un sujet compliqué, c'est normal en santé, dans les marchés régulés. Il faut souligner tout de même que tout l'accompagnement en amont est extrêmement fertile et qu'on a extrêmement de la chance en France d'être accompagné par les financements publics ou privés sur toute cette phase d'innovation. Dans notre cas, à Mila, le projet est né à Berkeley, donc en Californie, aux États-Unis. On a très vite fait le choix de revenir en France aussi pour cette raison. Pour bénéficier des financements de l'école polytechnique, des financements de recherche, des ANR, de l'AMI encore récemment, et donc d'aller vraiment chercher la preuve clinique et de faire tout ce chemin. Ça nous a pris 4 ans de faire toutes les phases cliniques, de faire tous les essais randomisés qu'il fallait pour vraiment aller jusqu'au bout de la démonstration de la preuve clinique. Mais c'est aussi quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire aux États-Unis, où on aurait été entre guillemets très incité à vraiment avoir la preuve par l'adoption, certes, mais la preuve par le patient sans vraiment réel bénéfice clinique éprouvé. La mise sur le marché derrière est effectivement difficile. Ça n'empêche qu'effectivement, il y a une question d'adoption. Vous aurez beau avoir le dispositif médical le plus pertinent, efficace du monde, si les patients ne s'en servent pas, c'est complètement inutile. Dans notre cas, on est en pédiatrie, donc capter l'attention des enfants, c'est extrêmement difficile. On l'a fait principalement par les associations de patients, qui sont, et c'est une chance, de plus en plus présentes dans toutes les institutions, dans les commissions, et qui permettent aussi de donner des endpoints qui ne sont pas forcément cliniquement purs, mais qui vont être utiles sur la qualité de vie, sur l'estime de soi, sur des paramètres qui vont être vraiment connexes entre guillemets aux troubles du neurodéveloppement, dans ce qui nous concerne, mais qui vont être extrêmement importants vraiment pour la qualité de vie du patient in fine. Cette question de l'adoption et la question de l'adoption des patients, j'ai le sentiment en tout cas que ça se renforce de plus en plus dans les évaluations, et c'est effectivement une extrêmement bonne chose pour avoir une évaluation, une harmonisation aussi du bénéfice patient en Europe. Marc-Olivier, oui, je vous en prie. Et donc, nous, effectivement, on accompagne pas mal de sociétés qui sont à cette étape assez cruciale de mise sur le marché. Et ce qu'on constate, c'est que non seulement, effectivement, l'adoption, comme tu dis, François, est très importante, elle est parfois un petit peu sous-estimée. C'est-à-dire que même si l'innovation est vraiment de rupture, il faut que le patient se l'approprie. Ce qui nécessite de la formation. Donc il y a un effort de formation et d'explication qui est important, qui est parfois sous-estimé. Ce qui veut dire, et ça a un coût et ça prend du temps. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une innovation de rupture, par définition, ça rompt, donc ça casse, ça bouscule un écosystème qui est compliqué. Donc il y a certains acteurs qui sont très contents, les patients, les médecins, souvent très contents parce que ça apporte vraiment un changement majeur dans la prise en charge. Mais on peut bousculer aussi du même moment, par la même occasion, un certain nombre d'autres acteurs qui sont dans le système et qui se voient peut-être menacés par cette innovation. Donc c'est arrivé, ça arrive souvent dans le diagnostic, ça arrive souvent même dans le medtech où une profession est peut-être remise en cause parce que on va plus vite ou on la court-circuite, et il y a cette résistance qui se fait et qui fait qu'il y a aussi ce frein-là qu'il faut prendre en compte et qui est parfois aussi sous-estimé. Et puis après, effectivement, on a parlé des financements, je ne vais pas y revenir, c'est souvent, on bouscule aussi le système de financement, parce que financer un dispositif médical intégrant de l'intelligence artificielle, c'est compliqué d'un point de vue remboursement, c'est compliqué d'un point de vue réglementaire aussi. Donc on bouscule tous les acteurs finalement avec l'innovation de rupture, et comme l'écosystème est compliqué, il faut vraiment prendre le temps de changer et d'expliquer à tous les niveaux et de trouver le chemin.
Et ça, c'est pour la France, et c'est pareil en Allemagne, et c'est pareil en Angleterre, et à chaque fois, c'est un peu différent. Donc en fait, ça fait que la mise sur le marché d'un dispositif médical est compliquée, ça prend du temps, et ça coûte cher, en fait. Et on sous-estime souvent le temps et le coût de tout ça. Et après, du coup, quand on arrive avec une belle innovation qui est adoptée, les gens, tout d'un coup, se disent, mais oui, c'est simple, en fait. Non, c'est pas simple du tout, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc forcément, ça coûte un peu cher. Après, quand on la met sur le marché, il faut que les prix aussi suivent, sinon, il n'y a rien qui est possible au niveau économique. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un peu trompeur dans le medtech, parce qu'il y a toute cette adoption générale, pas que chez le patient, qui doit se faire. Et quand on compare au médicament, qui lui est en fait finalement relativement simple par rapport à tout ça, parce qu'il y a un écosystème, il y a un business model assez clair qui n'a jamais changé depuis quasiment que le médicament existe. Et ben on se rend compte qu'en fait, dans le medtech, on a souvent des marges inférieures et des coûts de commercialisation qui peuvent être parfois nettement supérieurs à cause de ce phénomène de bouleversement complet de l'écosystème. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de société innovante qui aurait réussi à contourner ces trous de financement ? Alors, il y a une société qui s'appelle Sivan, qui a sorti, certains connaissent, qui a sorti une application sur téléphone portable qui permet aux patients d'envoyer, en répondant des petits questionnaires, de donner de signaler tous les symptômes qu'ils pourraient avoir, tous les effets indésirables, etc. Et à distance, donc le médecin reçoit en permanence, très régulièrement, un feedback du patient et peut intervenir facilement, rapidement, s'il voit qu'il y a quelque chose qui dégénère, il y a des effets secondaires qui s'aggravent, il peut modifier la dose, il peut changer le traitement. C'est une idée toute simple. Franchement, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est une innovation qui a réussi à obtenir son remboursement. Et elle a réussi à obtenir son remboursement, d'abord parce que c'était très très simple. Donc c'était facilement compréhensible par l'ensemble des acteurs. Ça ne menaçait pas grand monde, on va dire. C'était plutôt aidant. Et en plus, il y avait une très belle étude clinique qui a été publiée, qui a été présentée à l'ASCO je ne sais plus, 2016, je crois. Ça avait fait ça avait eu un gros retentissement parce qu'ils avaient montré qu'ils augmentaient la survie des patients autant qu'un médicament moyen avec cette petite application. Donc ça avait été spectaculaire, ça avait beaucoup impressionné. Et du coup, cette innovation avait pu être remboursée. Après, donc voilà un exemple de succès, mais qui n'est qu'un demi-succès malheureusement, parce que en fait l'adoption, et là on revient toujours à l'adoption par le patient n'a pas été formidable, et finalement il n'y a pas autant de patients que ça malheureusement qui l'utilisent. Je ne sais pas si Mme Cazeneuve a suivi ça de près, mais en tout cas, nous les informations qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui l'ont adopté alors que c'était remboursé, probablement parce qu'il faut remplir son questionnaire tous les jours, et ça c'est quand même un petit peu exigeant, peut-être. Donc voilà un exemple, si ça peut éclairer, mais c'est je dirais c'est un demi-succès quand même. Tout à fait, Marguerite, je vous laisse rebondir et peut-être nous parler du repérage précoce de l'innovation. Non, je suis vraiment totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a finalement pour le médicament, on a maintenant un process de longue date qui est prouvé avec des circuits rapides qui ont été mis en place, etc. Mais c'est clair que sur la medtech, on arrive sur des choses qui font des choses extrêmement pointues en robotique, à des applications numériques. Et donc, c'est sûr qu'en tout cas, du côté des autorités évaluatrices, scientifiques, celles qui financent, etc., c'est un écosystème qui est plus compliqué à appréhender. Je vais prendre l'exemple du numérique parce que je trouve que c'est super intéressant. Typiquement, le numérique, par rapport à tout ce qu'on a dit, d'une certaine manière, il n'y a pas de sujet d'accès sur le marché. Je veux dire, vous prenez votre smartphone, vous avez 30 000 applications de santé qui sont disponibles. Et donc, contrairement à tous les autres produits de santé, c'est un produit de santé pour lequel il n'y a pas d'autorisation préalable. Il n'y a pas d'autorisation préalable. Et donc là, on est uniquement, entre guillemets, sur... la première priorité, c'est plutôt de l'acquisition client comme n'importe quelle boîte. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a tendance à dire en fait dans la santé c'est horrible parce qu'il y a 50 milliards de couches, on est intermédiaire, etc. Sur le numérique, il n'y a pas d'intermédiation. Au contraire, il y a il n'y a aucune intermédiation, ce qui pose à mon sens ce problème. Mais en tout cas, il y a de l'acquisition directe du patient qui est possible.
Et donc cette acquisition directe du patient, c'est ce qu'on est en train de voir. Est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Et là, d'une certaine manière, je renvoie un tout petit peu la balle aussi aux industriels. C'est-à-dire que là, d'une certaine manière, les industriels, ils doivent revenir dans ce qu'est un marché classique, c'est-à-dire d'arriver à convaincre un client de l'intérêt de son service ou de son produit. Là où c'est d'autant plus intéressant pour le numérique, c'est qu'en réalité, sauf exception, mais les outils du numérique en santé, ce n'est pas des outils qui sont très chers. Et donc, que ce soit des services par abonnement, etc., en réalité, là où, évidemment, quand vous sortez un robot qui coûte 200 000 €, c'est un business model un peu particulier. Quand vous sortez une application d'accompagnement d'un patient avec un abonnement de 10 € par mois, en réalité, c'est le même prix qu'un abonnement Netflix. Et donc, c'est... Non, mais c'est assez intéressant. Et donc, c'est là où sur la partie du numérique en santé, d'une certaine manière, nous se présente la question de savoir finalement tous ces accompagnements des innovations numériques qui sont peu chères, avec une démonstration de valeur ajoutée clinique un peu compliquée parce que c'est un ensemble de choses souvent. Comment est-ce que nous on intervient? Donc je suis convaincue que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va avoir des process beaucoup plus clairs, beaucoup plus définis sur les innovations et les thérapies digitales, ce qu'elles contiennent, ce qu'on peut rembourser, etc. On va aller vers du remboursement des thérapies digitales, mais je pense que la première phase pour nous qui va, entre guillemets, aider le secteur, c'est plus un sujet de labellisation. En réalité, ce dont vous avez... Le monde du numérique en santé, ce dont il a plutôt besoin, c'est que les autorités sanitaires, elles disent au patient qui va sur son App Store, en fait, cette application-là, elle coche les bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, elle ne fait pas n'importe quoi avec vos données, elle est interopérable, elle est validée par une communauté scientifique, il y a une évaluation clinique. Et donc là, c'est là où nous, on va se positionner d'abord, pas tellement comme un financeur a priori, mais plutôt comme un aiguilleur du patient et du professionnel de santé. Et donc, c'est clair que c'est des business models un peu différents. Et la deuxième chose, peut-être notamment sur l'IA et le diagnostic, ça fait partie des... Là, pour le coup, il y a un très gros enjeu du côté de l'assurance maladie. On essaie de regarder toutes les innovations, qui sont des innovations de rupture, qui ont un impact très fort d'un point de vue médico-économique, mais qui ne présentent pas nécessairement d'intérêt direct pour la personne qui est censée l'acheter. Je le dis de manière un peu simple, mais vous avez quelque chose qui permet à l'établissement de santé de faire sortir plus vite son patient et de le suivre en ville. En fait, votre client, c'est l'établissement de santé. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à faire sortir très très vite son patient? C'est pas sûr. Celui qui a en réalité un intérêt économique, c'est plutôt l'acteur ambulatoire qui va suivre le patient ensuite. Et donc là, on voit bien qu'on a une espèce de trou parce qu'il y a entre guillemets une divergence entre celui qui doit acheter et celui qui est intéressé par le produit. Et donc là, c'est là où nous, il faut qu'on intervienne assurance maladie pour identifier, enfin assurance maladie et autres, pour identifier ces endroits. C'est vrai aussi sur le diagnostic, etc. Tous ces endroits où finalement, il y a un intérêt pour nous au niveau macro, mais d'un point de vue micro, c'est-à-dire la personne qui va vous acheter, entre guillemets, pour elle, c'est moins évident. Et donc c'est là où voilà, la main invisible du service public... c'est compliqué parce que c'est pas nouveau comme problème en plus. Ouais, doit s'ajouter à la main invisible du marché. Vous souhaitez rebondir? Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que, en fait, je me permets de caricaturer un petit peu, mais la difficulté, en tout cas, qu'on a, nous, en tant qu'industriels, parce qu'à un moment donné, il faut mettre sur le marché, donc il faut intéresser ses clients, c'est qu'en fait, pour un dispositif médical, le bénéficiaire principal, c'est le patient, n'est pas l'utilisateur, qui, le plus souvent, donc, c'est le médecin. Le médecin lui-même n'est pas le décideur pour l'acheter, c'est plutôt l'hôpital, et indirectement, ce n'est pas l'hôpital qui paye, c'est plutôt le système de financement de la santé, alors que ce soit public ou privé, ça dépend du marché. Et donc, c'est un petit peu toute la difficulté qui rejoint un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent, me semble-t-il. Effectivement, le fait d'avoir un acteur, enfin, des intérêts divergents entre les différents acteurs de l'écosystème, c'est pas une mince affaire, et ça fait longtemps que ça existe. Hein. Il y a, dans la néphrologie notamment, pour ceux qui connaissent un peu ce marché, on est confronté à une très grande difficulté parce que
On sait très bien maintenant il faut transplanter les patients qui sont en dialyse le plus vite possible parce que ça a été prouvé que c'est beaucoup bien meilleur pour eux. Et on a encore beaucoup de difficultés à convaincre les médecins que c'est ça qu'il faut faire et non pas continuer à la dialyse qui rapporte beaucoup d'argent. Donc si je puis me permettre un mot, vous m'entendez ? Les enjeux sont importants en fait en termes encore une fois de souveraineté, d'enjeux économiques. L'entreprise Intuitive Surgical aujourd'hui par exemple dans son domaine qui permet d'opérer dans le ventre avec 3 instruments rigides ou 4 d'ailleurs, aujourd'hui est une entreprise qui pèse 100 milliards. Donc ça fait partie du top 5 du CAC 40 si vous voulez aujourd'hui, c'est un équivalent. Donc il y a un enjeu économique qui est majeur. Si vous voulez, et puis il y a un enjeu évidemment qui est patient. Pour moi c'est une évidence, hein, je suis médecin donc c'est un préalable indispensable. Donc l'accès des patients à l'innovation, il est compliqué et au final c'est une perte de chance d'un point de vue économique qui est considérable puisque c'est tout un pan d'économie qui a du mal à se développer. Et qui risque d'être raflé, entre guillemets, par... Complètement. Dans mon cas, on parle quand même des 2 premières causes de mortalité, l'infarctus du myocarde, l'AVC, et on offre l'opportunité d'améliorer significativement leur prise en charge grâce à la robotique. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à améliorer. Et avec tout ça, cependant, vous avez choisi... Je ne sais pas si vous avez choisi, tout du moins, c'est ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu vous financer en France. Alors oui, là c'est un autre sujet, effectivement le financement. Non, je pense qu'il faut rappeler effectivement, comme l'a dit François, on a la chance en France d'avoir un écosystème pour développer des startups qui est vraiment formidable. Et là, pour le coup, il n'y a pas de trou dans la raquette pour tous les débuts de développement. Maintenant, quand on arrive vraiment à l'accès au marché, ça nécessite des financements significatifs à plusieurs dizaines de millions. Et là, en termes de financement, c'est également un trou dans la raquette. Et bon, je pense qu'il y a des initiatives qui se développent dans ce domaine-là, mais effectivement, on souffre un petit peu de cette période de financement qu'on n'arrive pas à trouver en bourse, soyons francs. Et puis, dans ce qu'on appelle le private equity, c'est compliqué également. Et donc, on en arrive à devoir aller se financer effectivement à l'international. Et donc, nous, on a trouvé des investisseurs étrangers en Asie, aux États-Unis, et un industriel asiatique. Fernand, vous souhaitez rebondir ? Tout à fait. Bon, je pense qu'on a des parcours assez similaires donc, avec Philippe, quelque part, je dirais, dans notre création donc, d'entreprise et d'innovation. En fait, je rejoins tout à fait ce qui a été déjà dit. En France, on a un environnement, donc un écosystème qui est formidable pour développer l'innovation, avec la BPI, avec tous les soutiens qu'on a. Et quand on arrive au moment de la commercialisation, qui est aussi celui, donc, parce que le mot-clé a été cité, donc adoption, c'est un petit peu l'heure de vérité dans le sens où là, on doit prouver la valeur de ce qu'on a créé, développé. Et cette valeur, donc en fait, elle concerne un petit peu tout le monde. Elle concerne les patients, les médecins, donc les hôpitaux en termes de fonctionnement, donc, mais aussi le système de santé. Quel est l'intérêt globalement du système de santé ? Et donc c'est là où, en fait, ce que j'ai entendu et qui m'a plu, donc de payer un petit peu pour voir, moi je pense que c'est une bonne pratique dans le sens où tout le monde doit évaluer donc, l'innovation pour voir donc, quels sont les bénéfices que chaque acteur va en retirer. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'effectivement, donc, comme Philippe le disait, quand on arrive au moment de la commercialisation, qui est le moment de l'adoption, parce que par définition, une innovation n'existait pas auparavant, donc l'adoption, ça part de zéro. L'adoption clinique, ça part de zéro. Donc il y a un long chemin à faire. Et dans ce chemin, donc en fait, on doit se financer aussi en tant que société. Là, c'est là où je reviens donc, au financement donc, français, étranger. Est-ce que c'est par du private equity? Est-ce que c'est par d'autres moyens? C'est aussi un paramètre. Donc, la rapidité de l'adoption est un paramètre pour que ces sociétés qui sont encore en phase de construire donc, leur autonomie financière, ils doivent passer par là. Donc là, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il faut compléter ces formidables modèles qu'on a en France pour développer l'innovation.
venir le soutenir au niveau de l'adoption. Et là, ça serait vraiment donc, venir compléter donc, une politique, on va dire presque publique, qui nous mène jusqu'au bout. Et dans ce système formidable, on a une initiative au bénéfice des porteurs de projets, pas simplement des entreprises, dans l'article 51, introduit par le plan de la sécurité sociale en 2018. Je reviens sur le numérique, justement, ça me donne l'occasion. Dans l'article 51, donc vous allez a priori, je pense aussi nous en parler probablement plus en détail, vous avez un mode d'expérimentation qui est global, et ce qui est absolument fantastique, et on n'est pas vraiment du coup sur l'adoption directe du patient. Si je reviens sur le numérique, c'est notamment pour prendre le cas de TILAC Healthcare, donc dans le suivi de la vision pour des patients âgés. Vous avez un mode de prescription, du coup vous avez une prescription qui est faite d'une application numérique à des patients. Donc vous avez ce premier facteur d'intermédiaire qui est là, mais qui permet de rémunérer tant le fabricant que le prescripteur, en l'occurrence l'ophtalmo. C'est absolument essentiel dans cet écosystème. Dans notre écosystème, si je reviens autour du neurodéveloppement, on parle de pédopsychiatres principalement, mais de venir vraiment repenser et de venir ajouter en fait à la parcours de soins, de revenir mettre toutes les étapes et de ne pas venir justement directement en frontal à l'utilisateur final. J'avoue du coup vous rejoindre qu'à moitié sur les propos, donc sur la question de l'acquisition directe. Je suis très favorable en fait justement à ce qu'on garde un circuit au maximum pour les applications numériques de prescription, d'arriver à garder entre guillemets vraiment tout cet écosystème qui est existant, des professionnels de santé qui font un travail extraordinaire sur le terrain, pour vraiment leur donner tous les outils pour suivre les patients à la maison et faire de l'interventionnel. C'est là où à mon sens il y a effectivement une confusion en ce moment dans l'écosystème. Là je vous rejoins totalement sur le besoin de labellisation entre ce qui va dépendre du bien-être, du suivi, de l'accompagnement de manière générale et ce qui va être de la thérapie numérique interventionnelle. Dans ce cadre-là, l'article 51, et je vous laisse la parole, vous en parlerez bien mieux que moi, est vraiment sur la question de l'accompagnement global de ces innovations, tant d'un point de vue professionnel de santé que fabricant que patient. Marc-Olivier ? Sur l'article 51, c'est peut-être pas moi qui serais le plus légitime pour en parler, parce que je pense que Mme Cazeneuve connaît certainement mieux que moi cette expérimentation, mais ce qu'on voit, c'est que l'article 51 est en fait une mise en situation en vraie grandeur, je dirais, d'une innovation dans un parcours de soins. Alors ça peut faire intervenir un dispositif médical, ça peut aussi être juste un changement de pratique. Hein. On peut expérimenter un changement de pratique dans un parcours de soins pour vérifier si ça a fait du sens d'un point de vue médical, d'un point de vue médico-économique. Et moi, c'est un dispositif que je trouve formidable parce qu'il est vraiment, comme tu disais, il est global. C'est-à-dire qu'il met le patient dans un parcours classique, hein, et il expérimente dans la durée le changement d'une pratique ou l'utilisation d'un dispositif, et il mesure à la fin quel est l'impact réel sur un certain nombre de critères médicaux, mais aussi médico-économiques. Hein. Donc c'est vraiment un très très bon dispositif qui est assez unique, je pense, en France, enfin par rapport aux autres pays. Et il y a deux, on va dire, inconvénients. Le premier, c'est le temps que ça nécessite pour mettre en place ce type d'expérimentation, parce que évidemment beaucoup d'acteurs sont concernés, il y a des circuits d'approbation, donc ça décourage beaucoup un certain nombre d'industriels qui ont des temps, en fait, le temps n'est pas le même, hein, pour un industriel qui cherche de l'argent tous les 2 ans, et pour une puissance publique qui veut organiser une expérimentation dans les règles de l'art de manière sérieuse et fiable. Typiquement, ça prend 5 ans en fait, pour avoir un vrai résultat d'une expérimentation article 51, et 5 ans, c'est beaucoup, beaucoup trop long pour un industriel. Donc en fait, voilà, il y a cette dichotomie aujourd'hui entre le temps qui n'est pas le même pour les industriels et les autorités, qui fait qu'il y a encore cette difficulté-là à résoudre. Mais en soi, l'article 51, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce dispositif, mais en tout cas, c'est vraiment une très belle innovation, je dirais, institutionnelle pour tester les innovations de rupture, en tout cas. Merci beaucoup de parler aussi favorablement de l'article 51. Moi, je pense aussi que c'est un très bel outil. C'est quand même un outil qui a qui est vraiment pensé pour financer des organisations un peu particulières. Et donc c'est vrai que en fait, on voit bien la manière dont on finance aujourd'hui, parce que c'est normal, hein, l'assurance maladie, etc. On a des tuyaux qui
font que parfois, quand vous avez une équipe pluriprofessionnelle qui fonctionne d'une certaine manière, etc., vous avez besoin plutôt d'un forfait, vous avez besoin d'un financement qui n'est pas le financement tel qu'il existe dans le droit commun. Et donc, c'est vrai que l'article 51, c'est ça l'objectif, c'est d'accompagner des équipes qui fonctionnent un peu différemment, qui ont une organisation un peu différente. Donc, c'est pas forcément le canal que je recommanderais pour de la tech pure, parce qu'en réalité, ça vise plutôt des innovations organisationnelles. C'est hyper intéressant pour des innovations organisationnelles qui intègrent par ailleurs des dispositifs, mais c'est vrai que pour la tech pure, il faut sans doute... c'est vrai que nous, là, l'idée, c'est qu'on accompagne entre guillemets, une équipe, un projet, sachant que derrière, et là où c'est long, effectivement, c'est que quand c'est des financements, quand on dit, par exemple, on a une équipe, voilà, le produit à la fin, c'est 50 professionnels de santé, c'est tel type de DM, c'est tel type d'organisation, etc. L'objectif derrière, c'est que nous, on calibre un forfait qui a été expérimenté et qu'on mette en place en fait un tuyau de financement qui soit vraiment spécifique. Et donc, c'est clair que c'est un peu long et c'est pas tout à fait adapté à la tech pure. Juste pour revenir, je sais pas si vous vouliez réagir, pardon. C'est effectivement pas vraiment fait pour la tech. Et d'ailleurs, il n'y a que 7% à ma connaissance d'article 51 qui intègre des dispositifs médicaux innovants. Donc on voit bien que c'est pas effectivement le... Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment, je trouve, comme ça qu'il faudrait faire les choses, quoi. Et après, par rapport à ce que vous disiez sur la prescription, moi, je suis absolument favorable et convaincue. C'était juste pour illustrer le fait que, typiquement, dans le numérique en santé, on est dans un schéma un peu contraire. C'est-à-dire que c'est d'abord l'adoption et ensuite, peut-être un jour, la solvabilisation et le tampon des autorités sanitaires. Donc, c'est vraiment un schéma inverse. Donc, on n'est pas dans un goulet d'étranglement où, en fait, on doit attendre pour être mis sur le marché et là, tenter l'adoption, mais on est dans un schéma inverse. Donc, c'était juste pour illustrer ça et le fait qu'effectivement, dans cette adoption directe qui est possible de fait parce que ça existe, on est, nous, autorités sanitaires, on doit intervenir d'abord pour labelliser et puis peut-être un jour pour rembourser, inciter les professionnels etc. etc. Donc je suis d'accord avec vous, en tout cas c'est clair que la mise sur le marché c'est le schéma critique. Je pense que c'est assez bien vu, me semble-t-il, quand même, des autorités sanitaires, du ministère de l'économie, du ministère de la santé. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de projets autour de ça. Là où je suis moins au clair, c'est quand vous parlez de l'adoption par le in fine, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça est mis en place, que vous avez les résultats cliniques, que vous avez l'accès au marché qui est possible, parce que l'adoption, d'une certaine manière, vous revenez dans un rôle, entre guillemets, d'acteur privé classique. Et donc, alors, c'est là où, normalement, le système français est plutôt intéressant, puisqu'il recherche aussi les externalités positives. Et donc, c'est vrai que quand vous dites on a une innovation de rupture, en fait, elle innove pour plein de gens, pour le patient, pour l'établissement, etc., avec des financements un peu éparses, mais il y a aussi des externalités positives. Et donc ça, c'est vrai que la sécurité sociale, c'est plutôt quelque chose qui l'intéresse. Mais sur un marché américain, par exemple, votre client, vous avez bien un client qui paie, qui, pour le coup, n'est pas intéressé aux externalités positives. Et donc, moi, ça m'intéresse que vous me disiez peut-être en matière d'adoption, justement, une fois que vous arrivez à cette étape-là, en quoi est-ce que c'est plus compliqué en France qu'aux États-Unis face à un acteur privé, sachant que par ailleurs en France, il y a aussi des acteurs privés qui sont clients. Je veux dire, vous avez des cliniques, vous avez des réseaux de soins, etc. En fait, de notre point de vue en tant qu'industriel, donc de l'innovation, le chemin pour aller jusqu'à la fin de l'adoption est très long. Et ça se chiffre en années. Et un petit peu, je pense, en tout cas de mon côté, peut-être du côté de Philippe aussi, le message qu'on voulait faire passer, c'est que on a une première phase de développement où on a tout le soutien. La deuxième phase, qui est celle de l'adoption et qui dure plusieurs années, là, on se retrouve, je dirais, face à une réalité où il y a beaucoup moins d'options de financement. Et tout devient beaucoup plus compliqué. Avant d'arriver à la phase où, effectivement, donc on est dans une logique, je dirais presque dans une logique de marché, où on a tout prouvé, on a identifié. Après, effectivement, donc aujourd'hui l'assurance maladie, il y a comme vous dites, des externalités positives. On le retrouve d'une autre manière parfois sur le marché américain aussi, mais là on est vraiment dans une étape très ultérieure
Et là, on est vraiment dans une phase commerciale pure où on a prouvé tout ce qu'il fallait prouver. Donc, c'est plus. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que pour en arriver là, et pour faire des champions, comme disait Philippe, notamment des champions français et européens, il faut passer par l'adoption, et c'est là où les choses sont très compliquées, honnêtement. Rapidement, je vais faire un parallèle avec le médicament, en fait, parce que, en fait, dans le médicament, l'assurance maladie finance l'adoption. Parce qu'il y a remboursement du produit. Alors, je ne parle pas des ATU, qui c'est encore un autre. Mais le médicament arrive sur le marché. Le jour où il arrive sur le marché et qu'on peut commencer à le commercialiser, il est déjà remboursé. Donc, les laboratoires savent qu'ils ont un budget. Enfin, ils vont vendre ils ont un budget qui va financer les efforts qu'ils vont faire pour faire adopter leurs produits par les médecins. Et justement, dans le medtech, c'est pas vraiment le cas aujourd'hui encore. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est plus difficile. Oui, donc il y a un vrai trou dans la raquette en fait qui fait que ce sont des entreprises qui et alors chaque fois je reboucle sur l'aspect économique et industriel, c'est que in fine du coup, ce trou est trop important à gérer pour des startups et trop difficile à franchir, et donc ce sont des entreprises qui soit sont rachetées, soit mettent la clé sous la porte. Et donc, voilà, on veut créer des champions. Il y a vraiment un trou à combler à ce niveau-là. Donc, il y a de belles sorties, de belles acquisitions. Tout le monde se tape sur le ventre, c'est formidable. Il y a des entreprises, ta précédente aventure, Fernand, où MedTech s'est fait racheter pas loin de 200 millions d'euros. Formidable. Mais en fait, le manque à gagner finalement pour l'ensemble pour la France, pour l'État, pour l'Europe, c'est plusieurs milliards en fait de chiffres d'affaires à venir qui seront portés par un autre industriel, par une major étrangère. C'est là que sont les enjeux en fait. Le manque à gagner potentiel. Dans mon cas de figure, je pense que le manque à gagner si on se fait racheter, il sera considérable. Oui, tout à fait. Juste pour compléter le propos de Philippe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la plupart de ces belles aventures donc françaises et européennes se font racheter au début de l'adoption. Dès qu'il y a donc des signes, dès que ça avance dans la bonne direction, on devient donc des cibles donc, pour des rachats. Alors, on peut être content, comme disait Philippe, mais en même temps, des fois, on est un petit peu déçu parce qu'on pense qu'on peut aller bien plus loin. Donc, et manque, je dirais, par manque de financement donc, de l'adoption, on est un petit peu obligé de dire oui donc à ces offres de rachat. Et effectivement, la difficulté, enfin, pour rebondir sur ce que disait François aussi, Philippe, pardon, le fait que ce soit les grands groupes qui rachètent au moment où l'adoption démarre, on peut se poser la question de savoir s'ils vont aller jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, un grand groupe, il y en a dans cette salle qui sont là et qui ont beaucoup de produits à gérer, un portefeuille extrêmement vaste, extrêmement large. Lorsqu'on en rajoute un de plus, est-ce qu'on a suffisamment, on va avoir suffisamment l'attention sur ce produit-là pendant suffisamment longtemps pour réussir l'adoption complète? C'est toujours une question qui se pose. Hein, et parfois, il peut y avoir certaines innovations qui sont rachetées un peu prématurément, justement, et qui ne vont pas au bout de leur plein potentiel. Bon, parce que le racheteur, finalement, a pas réussi, et je ne leur jette pas la pierre, avec tous les produits qu'ils ont, ce n'est pas forcément très facile, mais n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez bien nous donner le profil de l'entreprise si vous souhaitez préserver les identités, mais nous donner un peu plus de contexte sur cet exemple? Alors là, je pensais à c'est pas encore le cas. Enfin, je peux pas dire ce qui s'est passé exactement et si ça va aller jusqu'au bout, mais il y a une société qui s'appelle Cardiologs qui a été rachetée par Philips. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Mais moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui sur Cardiologs. Est-ce qu'on va aller au bout du potentiel de cette innovation? Parce qu'il y a des développements de produits possibles pour aller au-delà, pour aller plus loin avec cette technologie-là. Est-ce que Philips va arriver à aller au bout de ça, avec tout ce qu'ils ont par ailleurs? Peut-être, et j'espère, mais c'est pas sûr. Ils ne le font peut-être pas avec la même intensité que Yann Fleureau. C'est possible. Un mot de conclusion, peut-être, avant qu'on ouvre les questions à la salle? Peut-être Madame Cazeneuve. En tout cas, nous, du côté entrepreneur, on a la niaque, on pense aux patients. On a envie de développer ces belles innovations. Il y a des enjeux de santé qui sont significatifs.
Il y a des initiatives côté de l'État qui sont importantes. On a vu qu'il y a plein de phases qui ont quand même été, qui sont financées, qui vont dans le bon sens. Je crois qu'il y a encore des points d'amélioration, évidemment, mais tout ça va dans le bon sens malgré tout. Merci beaucoup. Alors, voilà, nous aussi, on pense aux patients. Et donc, on va dans la même direction. Je vous rejoins. Je pense que par ailleurs, il y a les patients, il y a le système de santé. Je pense qu'il y a un vrai souci en France en ce moment quand même, sur la politique industrielle, sur le fait d'avoir des acteurs français qui créent de l'emploi en France, qui créent de la technologie en France, etc. Donc, en tout cas, les volontés sont là. Alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je pense qu'il y a quand même une volonté des pouvoirs publics dans leur ensemble d'accompagner au maximum l'émergence d'acteurs et de champions français. Donc j'ai bien entendu, de toute façon tout le monde est bien conscient qu'il y a encore ce trou dans la raquette effectivement sur cette phase intermédiaire de financement. Pour moi, c'est pas toujours hyper clair de savoir en quoi c'est très différent que sur les marchés étrangers. Parce que c'est vrai que nous, dans les recommandations qu'on fait, on s'appuie beaucoup sur la manière dont ça se passe à l'étranger. Donc, ce qui existe comme financement alternatif, qui n'existerait pas en France à ce stade de développement-là, mais on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Et en tout cas, voilà, je crois que la MedTech a de beaux jours devant elle. Il y a beaucoup de financement, beaucoup d'accompagnement. C'est clair que c'est un peu difficile. Vous n'arrivez pas sur un marché qui est le marché le plus facile, mais en revanche, derrière, c'est quand même, voilà, quand l'essai est transformé, c'est évidemment un changement qui est adopté de manière structurelle par un système de santé qui, quand même, une fois qu'il a adopté une nouvelle méthode, une nouvelle technique, une nouvelle manière de faire, une nouvelle innovation, ensuite de manière prolongée, voilà, continue de l'utiliser. Donc, ça vaut le coup. Je pense que l'échange qu'on a eu aujourd'hui a permis de mettre en avant des difficultés, mais aussi des opportunités, et in fine de dégager des pistes de travail. Donc je pense que c'est ça l'essentiel, en tout cas ce que je retiens de notre échange aujourd'hui. Merci pour nous avoir conviés et l'avoir organisé. Et pour rester sur une tendance positive, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent. La tendance, je pense notamment à l'harmonisation des évaluations cliniques européennes sur les DM numériques à horizon 2025 avec les task force qui se multiplient et qui donnent vraiment quelque chose de concret. Je pense aussi au modèle de prise en charge anticipée, copié sur le modèle allemand et copié sur le modèle du médicament. Donc, de plus en plus, ces trous dans la raquette, entre guillemets, qui sont identifiés viennent être palliés. Alors évidemment, c'est des temporalités qui sont différentes. Ça remet de patience, oui, et puis effectivement, d'ici là, on aura prouvé l'adoption. Voilà, puis moi, je dirais aussi que, effectivement, tout le monde est conscient en fait, de cette difficulté. Donc forcément, un jour ou l'autre, on va trouver des solutions. Ça va peut-être prendre du temps, probablement. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Mme Cazeneuve tout à l'heure sur les différentes comment ça marche à l'étranger. En fait, l'équation économique n'est pas la même dans chaque pays. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Là où une innovation peut être très rentable, entre guillemets, pour un système, en France par exemple, elle peut ne l'être pas du tout dans un autre pays. Donc c'est ça qui est difficile. Et j'ai envie de dire, finalement, le développement du MedTech, parce que ça va se développer, vu l'innovation qu'il y a, va permettre à la médico-économie on va être dans le royaume de la médico-économie, ça va devenir majeur, ça va être le sujet des années à venir. Et je trouve ça très, très, très positif parce que c'est une science qui est difficile, mais je pense qu'il peut apporter beaucoup de valeur à notre système de santé. Écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on a tous très envie de parler plus avant de ces sujets de financement. À ce titre-là, j'ai très envie que vous veniez à la prochaine session des cercles. Bien sûr, vous tous. Puisque ce seront nos thématiques. Mais pour le moment, tout du moins, un grand merci à nos intervenants également d'aujourd'hui et pour votre interaction, bien sûr.